Je n'étais pas venu à Paris pour trouver l'amour. Je fuyais, mon passé, mes erreurs, cette part de moi que je n'avais jamais eu le courage d'assumer, mais au lieu de fuir, je l'ai rencontré. Jules, il n'était pas parfait, il n'avait rien d'un héros de roman, mais sa voix avait ce pouvoir étrange de faire croire que le monde pouvait encore avoir un sens. En quelques jours, nous sommes devenus proches, bien plus que certaines personnes en une vie. Et au moment même où j'ai commencé à y croire, à penser que cette fois ce serait différent, la vérité m'a rattrapé. Il est parti, et moi, je suis resté. Mais chaque rue, chaque odeur, chaque silence me ramenait à lui. C'est une histoire de trahison involontaire, d'un amour venu trop tard, d'un choix qui aurait pu tout changer ou tout briser. Et si toi aussi tu as déjà eu peur d'être toi-même, alors reste, parce que le plus important ne fait que commencer. Je n'étais pas venu à Paris pour tomber amoureux, encore moins d'un homme, je voulais juste disparaître un moment, fuir les silences de ma vie à Boston, fuir ce que j'étais incapable d'affronter. Mais ce jour-là, sur les quais de Seine, j'ai entendu sa voix. Il guidait un petit groupe de touristes avec cette aisance naturelle qu'ont les gens qui aiment ce qu'ils font. Moi, j'étais juste là, assis sur un banc, à observer sans m'impliquer. Jusqu'à ce qu'il me regarde, « Tu sembles perdu ». Je n'ai rien répondu. Je ne savais pas encore que ce regard allait me hanter. Il s'appelait Jules. Et dès qu'il s'est assis à côté de moi, tout est devenu plus net, plus réel. Comme si je m'étais réveillé d'un long sommeil. On a parlé. De livres, de ville, de ce qu'on laisse derrière nous. Il avait cette façon de te faire sentir écouter sans te juger. Je lui ai dit que j'étais professeur, que j'avais pris un congé. Je n'ai pas précisé que j'avais fui un fiancé qui ne m'aimait plus. Que j'avais quitté une vie trop bien rangée pour ne pas étouffer. Les jours suivants, on s'est revus. Ce n'était pas prévu. Parfois, le destin insiste. Un café, une promenade, une nuit à parler sur un banc humide, à rire de rien. Et moi, à chaque fois, un peu plus piégé. Je savais que je devrais repartir. Que rien de tout ça n'avait de futur, mais plus je le voyais, moins je voulais partir. Un soir, alors que la ville s'endormait, il m'a dit « Tu caches quelque chose ?» J'ai répondu « Et si je le disais, tu partirais ?» Il a haussé les épaules « Ça dépend. » Alors j'ai parlé. De mon ex, de mes peurs, de cette honte que je portais encore d'avoir aimé un homme qui me reniait en public, il a écouté, longtemps. Puis il m'a dit doucement « Tu mérites mieux ». Ce soir-là, il ne s'est rien passé, pas de baiser, juste un silence qui pesait entre nous, un silence plein de choses non dites, mais dans ses yeux, j'ai vu une promesse. Le lendemain, je ne l'ai pas trouvé, il ne m'a pas appelé, j'ai attendu, 1 heure, pas 2, puis je suis rentré à l'hôtel, il avait disparu. Et là, pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était que de perdre quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. J'ai arpenté les rues comme un fou, repassant par chaque lieu où nous avions été, aucun message, aucun signe, juste ce vide absurde qui ne collait pas avec tout ce qu'on s'était dit. J'aurais préféré une dispute, des cris, n'importe quoi, mais pas ce silence brutal. Le soir, j'ai fini par m'asseoir sur les marches du musée, là où on avait partagé un moment simple. J'espérais qu'il réapparaisse, comme par magie, mais la magie n'existe pas. 2 jours plus tard, alors que je faisais ma valise, j'ai trouvé un mot dans la poche de ma veste. Je suis désolé, j'ai eu peur, tu es trop vrai. C'était son écriture, pas de numéro, rien, seulement ces mots comme une gifle douce amère. Trop vrai, trop tard surtout. J'ai quitté Paris avec l'impression d'avoir rêvé. De retour à Boston, tout me semblait fade. Mes élèves parlaient, je n'entendais rien. Les couloirs du lycée résonnaient creux. Je me suis surpris à vérifier ma boîte mail chaque matin espérant un message qui ne venait pas. L'absence est cruelle quand elle est injustifiée, mais je ne pouvais pas le détester. Même s'il était parti, il avait réveillé une partie de moi que j'avais oubliée. 1 semaine plus tard, alors que je rangeais des papiers, j'ai trouvé une photo de nous deux, floue, prise à la volée. Son sourire y était entier. Et moi, j'avais l'air heureux, authentiquement heureux. C'est ce qui m'a décidé. J'ai pris un billet retour pour Paris, sans prévenir personne. Je n'avais pas de plan. Je voulais juste comprendre. Savoir si ce que j'avais vécu était réel ou si j'étais seul à y croire. Quand je suis arrivé, la ville semblait différente, plus lourde, plus silencieuse. J'ai repris les lieux un à un comme un pèlerinage. Et puis, un matin, dans ce même parc où tout avait commencé, je l'ai vu. Il lisait, assis seul. Il m'a vu. Il s'est levé, mais il n'a pas souri. « Tu es revenu ?» a-t-il demandé sans surprise. Je ne savais pas comment te laisser partir, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, moi non plus. Et là j'ai compris, l'histoire ne faisait que commencer. Ou bien elle venait de finir. Tout dépendait de ce qu'on déciderait maintenant. Jules n'a rien dit de plus ce jour-là, on a marché côte à côte dans le parc sans se toucher. Il m'a proposé un café. J'ai accepté. Pas parce que j'avais quelque chose à dire, mais parce que je ne pouvais pas repartir tout de suite. Ce silence entre nous était trop chargé. Assis l'un en face de l'autre, il a fini par briser la glace. Je t'ai évité parce que j'ai paniqué. Tu étais trop proche, trop vite. Je n'ai pas su quoi faire. Je ne savais pas quoi répondre. Moi aussi, j'avais fui dans ma vie. On s'est contenté de parler de choses simples. Des livres,
encore, de nos villes, de nos quotidiens respectifs. Il ne m'a pas dit de rester. Et moi, je n'ai pas dit que je comptais le faire. Pendant 2 semaines, je suis resté à Paris. Chaque jour, on se croisait, pas de promesses. Mais de la constance, petit à petit, on a réappris à se faire confiance. Jules était toujours sur la retenue, mais je sentais qu'il voulait y croire. Moi, je ne faisais que ça, espérer. Puis un soir, tout s'est fissuré. Il a reçu un appel pendant qu'on était ensemble. Il s'est levé brusquement, nerveux. Je dois y aller. Je l'ai suivi sans réfléchir. Il m'a supplié de ne pas le faire. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai vu retrouver un homme plus âgé dans une rue étroite. Ils ont parlé vite, à voix basse. L'homme l'a pris par le bras. Jules s'est dégagé. J'ai attendu qu'il revienne. Quand il m'a vu, son visage s'est figé. Ce n'était pas ce que tu crois. Cette phrase que je déteste. Alors explique. Il n'a pas pu. Il a juste dit « c'est compliqué ». Je suis parti, pas en colère, blessé, point déçu. Je m'étais encore trompé, encore laissé aller à croire que les choses pouvaient être simples. Le lendemain, il m'a écrit, long message, trop long. Je ne l'ai pas lu tout de suite. Il parlait d'un ex-possessif, de dettes, de menaces, de son incapacité à faire confiance. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me mentir, mais qu'il n'avait pas su comment me parler de ce passé-là. J'ai relu le message plusieurs fois. Chaque mot sonnait vrai. Et pourtant, j'hésitais. Je voulais protéger ce qu'il restait de moi. Ne pas replonger dans un attachement à sens unique. Mais quelque chose me retenait. L'idée que, peut-être, il avait juste eu besoin de temps. Comme moi. On ne guérit pas à la même vitesse. J'ai fini par lui proposer un rendez-vous, un lieu neutre, une librairie qu'on aimait tous les deux. Il est venu. Il avait l'air fatigué, mais déterminé. On s'est assis entre 2 rayons, sans trop se regarder. J'ai dit, je ne te demande pas des comptes, juste que tu sois honnête, même si c'est moche. Il a hoché la tête, il a tout raconté. L'ancien compagnon jaloux, les menaces, la peur et surtout, sa honte. Pas d'avoir aimé un homme, mais d'avoir été faible. Pris au piège dans une relation toxique. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour te sauver, je suis venu parce que je voulais croire que nous deux, c'était possible. Il m'a pris la main, sans mots. Et ce simple geste a fait plus que toutes les explications. Ce soir-là, on est sorti de la librairie sous une pluie fine. Il ne faisait pas froid, juste assez pour marcher lentement. Je savais que rien n'était gagné, mais je savais aussi que je n'étais plus seul à vouloir essayer. Les jours suivants, on s'est vu souvent, pas toujours seul. Parfois au milieu de la foule, parfois entre 2 obligations, mais chaque moment était un choix. Pas une routine, pas une habitude. Juste cette volonté de se retrouver malgré les doutes. Jules était plus ouvert. Il me parlait de son enfance dans une ville de province, de ses parents qui n'avaient jamais su comment réagir à son orientation, de ses fuites successives, de sa peur d'être à nouveau enfermé dans une vie qu'il n'avait pas choisie. Moi, je l'écoutais. Et je parlais aussi. De Boston, de ce que j'avais laissé derrière, d'un frère avec qui je ne parlais plus. D'un passé que j'avais voulu enterrer. Chaque échange creusait un peu plus la place que l'autre prenait dans notre vie. Et malgré tout, malgré les blessures, je me sentais en paix. Mais une voix restait en moi. Et après, que se passerait-il quand je devrais retourner travailler? Quand les vacances prendraient fin? Est-ce qu'on survivrait à la distance? Est-ce qu'on voulait vraiment le même futur? J'ai gardé ces questions pour moi. Trop tôt. Trop fragile. Mais je savais qu'elles viendraient et qu'on devrait y répondre tôt ou tard. Je n'ai jamais aimé les adieux. Encore moins quand ils ne sont pas clairs. Quand j'ai pris mon billet de retour pour Boston, Jules ne m'a pas retenu. Il n'a pas dit qu'il viendrait, il m'a juste serré contre lui. Longtemps. On verra, a-t-il murmuré. C'était tout, et c'était insuffisant. Le vol fut silencieux, mes pensées tournaient en boucle. Avions-nous commencé quelque chose ou simplement réparé un manque temporaire? Les jours suivants, j'ai tenté de reprendre pied. Les cours, les réunions, les sourires mécaniques, mais Paris n'était jamais loin. Chaque mot me ramenait à lui. On s'écrivait, pas tous les jours, mais assez pour garder un fil. Parfois, c'était léger, parfois lourd. J'évitais les questions sur l'avenir. Lui aussi, on se cachait derrière le quotidien. Puis, un soir, après une journée difficile, je lui ai envoyé un message « Je pense à toi plus souvent que je ne le devrais ». Il a répondu presque aussitôt « Moi aussi ». Et puis, « Tu veux qu'on parle ?» Cette fois, vraiment, on a commencé à s'appeler. Au début, c'était maladroit, des silences, des hésitations, mais petit à petit, c'est devenu une habitude, un besoin. J'attendais ses appels comme on attend une respiration. Il me racontait ses journées de guide, les touristes absurdes, les enfants qui posaient trop de questions. Je riais, ça me faisait du bien, mais malgré ça, la distance creusait une faille. Un soir, il a dit « Je me sens inutile quand je ne peux pas être là pour toi ». Et j'ai répondu « Moi, je me sens vide quand tu n'es pas là ». On riait, mais c'était vrai. On s'écrivait pour combler une absence, pas pour la remplir. Un samedi, je lui ai proposé de venir à Boston. Il a hésité. Je n'ai pas quitté la France depuis des années. Je lui ai dit qu'on pouvait attendre, mais j'ai compris que quelque chose le bloquait, pas la logistique. La peur, alors j'ai repris un billet. Pour Paris, point sans prévenir.
J'ai débarqué devant son immeuble avec un sac et un regard un peu fou. Il m'a ouvert, surpris, tremblant presque. « Tu es là ?» J'ai haussé les épaules, je suis venu chercher une réponse. Il m'a laissé entrer, on s'est regardé sans parler, puis il a dit « Tu veux vraiment de moi avec mes failles ?» J'ai dit oui, pas parce que c'était facile, mais parce que l'absence était devenue plus douloureuse que le doute. Cette nuit-là, on a dormi l'un contre l'autre sans promesse, juste deux hommes qui avaient trop attendu pour être enfin sincères. Le matin, il m'a préparé du café, et dans le silence doux de la cuisine, j'ai senti que quelque chose avait changé, on avait cessé d'attendre, on avait commencé à choisir. Mais tout n'était pas simple. Jules était encore marqué par ses cicatrices, par ses peurs. Il avait parfois des absences, des silences étranges. Il regardait dans le vide. Et moi, je n'osais pas demander. Un soir, il m'a dit « Je crois que je ne sais pas aimer sans avoir peur de perdre. » Et j'ai compris. Moi aussi, j'étais brisé à ma manière. On ne s'était pas trouvé entier. Mais peut-être qu'on pouvait construire quelque chose à partir de ça. Ce matin-là, en quittant l'appartement pour une simple promenade, il a pris ma main en pleine rue. Ce geste, si anodin pour d'autres, était une révolution pour lui. Et pour moi, c'était la preuve que malgré tout, on avançait. Mais cette avancée fragile a été testée rapidement. Quelques jours plus tard, Jules a reçu une proposition de poste à Lyon, une opportunité rare. Plus stable, mieux payé. Il m'en a parlé le soir, les yeux pleins de contradictions. « Je ne veux pas partir loin de toi », a-t-il dit. « Mais je ne peux pas dire non à ça. » J'ai répondu sans réfléchir. « Alors on trouvera une solution. » Mais la nuit, seul dans le lit, je me suis demandé si ce n'était pas le début d'une fin déguisée. Une nouvelle distance, un nouvel éloignement. Avions-nous la force d'essayer encore ? Le lendemain, je l'ai regardé préparer son sac pour quelques jours à Lyon. Il m'a embrassé, longtemps, puis il a dit « Je ne fuis pas. Je vais juste vérifier si je peux te construire un futur. » Et à cet instant, j'ai voulu y croire, de toutes mes forces. Cette partie de notre histoire n'était pas celle d'un film. Il n'y avait pas de musique en fond, juste deux réalités qui s'entrechoquaient. Mais dans mon cœur, il restait cette certitude discrète. Tout ce qu'on vit, même imparfait, vaut mieux que l'attente silencieuse. Et si c'était ça, aimer, marcher ensemble, même dans le flou. Lyon n'était qu'à 2 heures en train, mais pour moi, c'était un monde. Jules appelait chaque soir. Il racontait sa nouvelle équipe, son bureau, les collègues. Moi, je souriais, j'écoutais. Je voulais qu'il réussisse. Je voulais être celui qui le soutient, pas celui qui freine. Mais chaque appel finissait avec un poids. L'écran ne remplaçait pas les silences partagés. Je continuais d'enseigner. Je préparais mes cours, mais tout semblait mécanique. À chaque sonnerie, j'espérais un message. À chaque nuit, je me demandais s'il pensait encore à moi, comme je pensais à lui. L'amour à distance n'a rien de romantique. C'est une guerre contre le doute. Un soir, il a dit « Je reviens ce week-end ». Mon cœur a raté un battement. Je l'ai attendu sur le quai, fébrile. Quand il est apparu, j'ai su que quelque chose avait changé. Pas dans ses yeux, dans sa posture. Il était fatigué, nerveux. On a marché sans but dans les rues familières. Il parlait peu. Moi, je faisais semblant de ne rien remarquer. Jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je crois qu'on doit parler. Cette phrase-là, je la redoute toujours. Il s'est assis sur un muret, et moi en face. Il a sorti une enveloppe de sa poche. On m'a proposé un poste permanent à Lyon. J'ai hoché la tête. Il a continué. Ils veulent-tu que je commence en janvier ? Plein temps, CDI. Je ne savais pas quoi répondre. Il a ajouté « Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas continuer entre deux villes. J'ai besoin de stabilité. Et toi ? » Moi aussi, j'avais besoin de réponses. Je l'aimais, mais ma vie était ici, mon travail, mes élèves, mes racines. On s'est regardé longtemps, sans parler. « Tu veux que je vienne à Lyon ?» Il a baissé les yeux. « Je ne peux pas te demander ça. Pas après ce que tu as déjà fait pour moi. » Je me suis levé. J'ai dit « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Il a haussé les épaules, impuissant. « Je ne sais pas. » Ce week-end-là a été un champ de tension. On s'aimait, mais rien ne semblait suffisant. Le dimanche soir, il a dit « Je dois partir tôt demain. » J'ai répondu « Je sais. » Il est parti sans un baiser. Et moi, je suis resté, seul avec ce vide qui ressemblait trop à une fin. Le lendemain, il ne m'a pas écrit, ni le surlendemain. J'ai attendu 3 jours, puis j'ai envoyé un message, pas un reproche, juste « Tu me manques », pas de réponse, 1 semaine, 2. Puis un message, enfin. Je suis désolé, j'étouffe, je ne sais pas comment gérer ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais partagé entre la colère et la peine. Il m'avait promis qu'on marcherait ensemble. Et maintenant, il fuyait à nouveau. Mais l'amour n'efface pas tout, il oblige à choisir. J'ai répondu « Tu as le droit d'avoir peur, mais pas de tout effacer sans me regarder en face. » Silence, puis « Je reviens ce week-end si tu veux encore me voir. » J'aurais pu dire non, j'aurais dû, mais j'ai dit oui. Il est revenu. Et pour la première fois d'hier, il a pleuré. Pas des larmes de tristesse, des larmes de fatigue, de solitude, de honte. Il m'a dit « Je t'aime, mais je ne sais pas comment faire ça bien. » Je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit « Alors on apprend ensemble. » Ce n'était pas une fin, ni un recommencement, juste un instant où 2 êtres cabossés décidaient de rester. Malgré tout, les jours suivants,
on a évité les grandes décisions, on a juste vécu, partagé des repas simples, des silences apaisés, des promenades sans but. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il comptait faire pour Lyon. Il ne m'a pas demandé si je pourrais changer de ville. On savait que ces questions reviendraient, mais on voulait du répit. Un matin, en buvant notre café, il a murmuré « Je suis en train de me rendre compte que j'ai toujours vécu en fonction de ce que les autres attendaient de moi. » Je l'ai regardé sans répondre, il a continué « Toi, tu m'as laissé le choix, tu n'as jamais exigé, c'est pour ça que j'ai peur de te perdre. » J'ai dit doucement « Alors choisis-moi, pas par devoir, par désir. » Il m'a souri. Pas un sourire de façade, un sourire qui disait « Je suis prêt à essayer. » Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que peut-être on écrivait enfin notre propre histoire. Le temps a passé, pas comme dans les films, en accéléré et parfait. Non avec ses lenteurs, ses maladresses, ses faux départs, mais chaque semaine, on avançait, pas à pas. Jules a refusé le poste à Lyon. Il a décidé de rester à Paris. Au moins pour quelques mois, il m'a dit qu'il avait besoin de savoir s'il pouvait construire quelque chose ici, avec moi. Je n'ai pas sauté de joie, j'avais peur d'y croire. Trop de choses nous avaient déjà échappé. On a commencé à vivre ensemble, pas à temps plein, 3 jours par semaine, puis 4, puis presque tout le temps, on s'est disputé. Souvent, pour des bêtises. Mais aussi parce que vivre avec quelqu'un, c'est confronter ses habitudes, ses peurs, ses blessures. Il avait besoin de silence souvent. Moi, je voulais parler. Il avait ses rituels, moi, mes improvisations. On a appris à faire des compromis, à s'écouter, à demander pardon. Un soir, alors qu'on dînait dans un petit restaurant, il a pris ma main sur la table. « Tu sais, » a-t-il dit, « je ne pensais pas que j'en serais capable. » J'ai demandé « De quoi ?» Il a souri, d'aimer sans avoir envie de fuir. J'ai senti quelque chose se détendre en moi, comme si toutes ces nuits de doute, toutes ces attentes silencieuses prenaient enfin un sens. Mais la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère. Mon père était malade, grave, j'ai dû retourner à Boston en urgence. Jules m'a accompagné à l'aéroport. Il ne m'a pas dit de rester fort. Il a juste dit « Reviens quand tu pourras, je t'attendrai ». À Boston, tout était froid, tendu, dur. Mon père ne parlait pas. Ma mère pleurait. J'étais perdu. J'avais l'impression d'avoir laissé derrière moi une autre vie. Mais chaque soir, Jules m'envoyait un message, une photo, une phrase, un souvenir. Il était là, à distance, comme un fil invisible qui me tenait debout. Un soir, alors que je n'en pouvais plus, il m'a envoyé « Tu n'es pas seul, tu n'es plus seul ». Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré pour de vrai. 2 semaines plus tard, mon père est décédé. J'ai organisé les obsèques, j'ai pris soin de ma mère. Et puis, un matin, j'ai pris un vol retour vers lui. Quand j'ai atterri, il m'attendait, sans fleurs, sans pancarte, juste là. Je l'ai vu, et j'ai su que c'était ici que je voulais vivre, même dans les doutes, même dans la peur. On a marché en silence jusqu'à chez nous. Ce mot, chez nous, me frappait encore. Il a posé ma valise, m'a pris dans ses bras, et m'a dit « C'est fini, tu es là ». On a recommencé, pas comme avant, mieux plus lentement, en assumant que rien ne serait facile, mais en sachant que cette fois, on était 2. Des mois ont passé, j'ai repris le travail, il a trouvé un nouveau contrat. On ne parlait plus d'avenir avec crainte, mais avec prudence et tendresse. Un jour, on était allongés côte à côte, et il m'a demandé « Tu crois que les gens comme nous peuvent être heureux ?» J'ai répondu « Pas toujours, mais on peut l'être maintenant. » Et c'est ce qu'on a fait, être heureux, maintenant. Même si personne ne nous avait appris comment. Quelques semaines plus tard, on a reçu une invitation. Un ancien collègue à moi se mariait, et pour la première fois, j'ai demandé à Jules s'il voulait venir avec moi, en tant que compagnon. Il m'a regardé sans répondre, puis il a dit « Oui ». Le soir de la cérémonie, il était nerveux. On n'était pas à Paris, pas dans notre bulle. On était entouré de regards, de questions muettes. Mais il a tenu ma main sans trembler. Et moi, j'ai su que c'était notre victoire. Il n'y a pas eu de grands discours, pas d'aveu public, mais dans ce simple geste, il y avait tout. Le courage, la confiance, l'amour. Le lendemain, sur le chemin du retour, il m'a dit « Tu sais, je pensais qu'on devait se cacher pour être tranquille. Maintenant, je comprends que c'est en s'affichant qu'on trouve la paix. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste posé ma tête sur son épaule, et dans ce silence, j'ai compris que malgré les pertes, les doutes et les années, on avait construit quelque chose de rare. Pas un conte de fées, mais une vérité. Et c'était plus beau encore.